Harry Dunlap était assis dans son bureau d'angle au 32e étage observant les nuages d'orage s'amonceler sur le centre-ville de Chicago. La météo annonçait un violent orage toute la semaine, mais Harry avait l'esprit ailleurs. Il pensait à sa femme enceinte, Patty, qui devait accoucher d'un jour à l'autre. Il jeta un coup d'œil à la photo encadrée sur son bureau. Le sourire radieux de Patty, la main posée sur son ventre arrondi, prise le mois dernier lors de leur baby shower. À 35 ans, Harry avait créé Dunlap Strategic Consulting de toutes pièces, transformant l'entreprise individuelle dans son garage en un cabinet de conseil aux entreprises du Fortune 500. Sa réussite n'avait pas été facile. Ayant grandi en famille d'accueil après la mort de ses parents dans un accident de voiture à l'âge de 12 ans, Harry avait appris très tôt que la seule personne sur laquelle il pouvait compter était lui-même. Il avait payé ses études, obtenu son MBA grâce à des bourses et des prêts étudiants, et gravi les échelons de l'entreprise avant de voler de ses propres ailes. Le bourdonnement de l'interphone. « Monsieur Dunlap, votre femme est en ligne. » annonça son assistante. Harry sourit et décrocha. « Salut, ma belle. Comment te sens-tu ? » Comme si je portais une boule de bowling, rit Patty. Mais Harry percevait l'épuisement dans sa voix. Enceinte de 7 mois, elle avait du mal à dormir, et la chaleur estivale n'arrangeait rien. Je pensais passer la nuit chez Marlène. Elle a un nouveau climatiseur. Et avec cette tempête qui approchait, Marlène Montgomery était la meilleure amie de Patty depuis la fac, une architecte à succès qui vivait dans un immeuble du centre-ville. Harry avait toujours apprécié Marlène. Elle était directe, loyale et farouchement protectrice envers Patty. Ça me semble une bonne idée, acquiesça Harry. Je vais probablement travailler tard de toute façon. Le compte Peterson doit être finalisé avant la présentation de demain. Tu travailles trop dur, dit doucement Patty. Mais je sais que cet accord est important. Il était plus qu'important. Il était crucial. Le contrat avec le groupe Peterson assurerait leur avenir financier et permettrait à Harry d'embaucher 3 nouveaux consultants. Plus important encore, cela lui apporterait la stabilité dont il avait toujours rêvé, le genre de sécurité qu'il n'avait jamais eu enfant, passant d'une famille d'accueil à l'autre. Après avoir raccroché, Harry retourna à son travail. Mais quelque chose le taraudait. Peut-être était-ce l'atmosphère oppressante qui prévalait avant la tempête. Ou peut-être était-ce l'appel téléphonique de Carl Pick qu'il avait reçu plus tôt. Carl Pick. Rien que de penser à ce nom, Harry serra les dents. Ils s'étaient connus à l'université. Si l'on peut appeler leur relation, se connaître. Carl avait été tout ce que Harry n'était pas riche, connecté, privilégié. Pendant que Harry cumulait 2 emplois pour payer ses manuels, Carl organisait des fêtes dans sa maison hors campus. Pendant qu'Harry étudiait à la bibliothèque jusqu'à la fermeture, Carl achetait ses cours grâce à des tuteurs coûteux et à de généreux dons au fond de recherche des professeurs. L'appel avait été bref et apparemment anodin. Carl prétendait être à Chicago pour affaires et vouloir se mettre à jour. De l'eau a coulé sous les ponts, il avait dit, nous avons tous les deux réussi maintenant. Pourquoi garder rancune ? Mais Harry se souvenait de leur dernière rencontre, 12 ans plus tôt, lorsque Carl avait tenté de lui voler son business plan pour son projet de fin d'études. Ce même plan qui était finalement devenu le fondement de Dunlap Strategic Consulting. Harry avait révélé le plagiat de Carl à leur professeur, ce qui avait entraîné sa suspension quelques semaines avant l'obtention de son diplôme. Carl avait finalement obtenu son diplôme, mais le scandale l'avait poursuivi, limitant ses options et le forçant à accepter un poste dans l'entreprise de son père plutôt que dans la prestigieuse société de conseil qu'il espérait rejoindre. « Je te détruirai pour ça », avait dit Carl ce jour-là, le visage rouge de rage et d'humiliation. « Un jour, quand tu t'attendras le moins, je te prendrai tout ce qui compte pour toi. » Harry avait balayé la menace, la considérant comme les paroles désespérées d'un enfant gâté confronté pour la première fois aux conséquences. Mais maintenant, 12 ans plus tard, alors que Carl réapparaissait soudainement dans sa vie, Harry se demandait s'il n'avait pas sous-estimé son ancien camarade de classe. La tempête éclata vers 20 heures, juste au moment où Harry préparait ses bagages pour partir. La pluie s'abattait sur les vitres et le tonnerre grondait dans le ciel comme un coup de canon. Le parking était un labyrinthe d'ombre et d'eau résonnante tandis qu'Harry se dirigeait vers sa voiture. Il essaya d'appeler Patty pour s'assurer qu'elle était bien arrivée chez Marlène, mais l'appel tomba directement sur la messagerie. Probablement juste l'orage qui perturbait les antennes relais, se dit-il, mais le malaise le rongeait tandis qu'il traversait les rues désertes. La pluie tombait si fort que ses essuie-glaces peinaient à suivre, et plus d'une fois, il dut ralentir au ralenti lorsque la visibilité était quasiment nulle.
Quand Harry atteignit sa maison de Lincoln Park, l'électricité était coupée sur la moitié du pâté de maison. Sa propre maison était plongée dans l'obscurité, ce qui était logique si Patty séjournait chez Marlène. Mais alors qu'il s'engageait dans l'allée, ses phares balayèrent quelque chose qui lui glaça le sang. Là, blotti sous le vieux chêne de leur jardin, se tenait une silhouette en imperméable. Harry sortit sa lampe torche de la boîte à gants et courut sous la pluie, le cœur battant la chamade. En s'approchant, il réalisa qu'il s'agissait d'une femme, jeune, enceinte et à peine consciente. Mais ce n'était pas Patty. « Bon sang », murmura-t-il en s'agenouillant à côté d'elle. Elle était trempée jusqu'aux os et tremblait violemment. « Dis-moi, tu m'entends ? Que s'est-il passé ?» Les yeux de la femme s'ouvrirent brusquement, vagues et vitreux. Elle marmonna quelque chose qu'il ne comprit pas, puis s'affala contre le tronc de l'arbre. Harry n'hésita pas. Il la souleva et la porta jusqu'à la maison, attrapant des bougies et des couvertures tout en appelant le 911. Les ambulanciers arrivèrent 20 minutes plus tard, juste au moment où la femme commençait à reprendre conscience. Elle souffrait d'hypothermie et de déshydratation, disait-il. Mais elle et son bébé s'en sortiraient bien. Alors qu'il la chargeait dans l'ambulance, elle saisit le poignet de Harry avec une force surprenante. Il a dit, tu m'as fait ça ? Murmura-t-elle, les yeux écarquillés de confusion. Mais tu m'as sauvé. Je ne comprends pas, le sang de Harry se glaça. Qui a dit ça ? Qui vous a dit que j'avais fait ça ? Mais les ambulanciers. Cause de mon besoin de vengeance. Il n'y a pas de retour en arrière. Non, acquiesça doucement Harry. Il n'y en a pas. Karl hocha la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. Je plaide coupable de tous les chefs d'accusation. Prison à vie. Aucune possibilité de libération conditionnelle. Mon avocat me pense fou, mais c'est ce que je mérite. Et Dixon ? Francis conteste les accusations. Il pense toujours pouvoir s'en sortir. L'expression de Karl se durcit, mais les preuves sont accablantes. Il mourra en prison, tout comme moi. Harry se renversa dans son fauteuil, essayant de comprendre la conversation. Ce n'était pas le Karl Pick qu'il avait entendu. On le connaissait à l'université, ou le criminel désespéré qui avait pris des otages 6 mois plus tôt. C'était quelqu'un de complètement différent, quelqu'un de brisé, mais peut-être enfin honnête. Y a-t-il autre chose ? Demanda Harry. Karl fouilla dans sa veste et en sortit une épaisse enveloppe. J'ai écrit des lettres à ta femme, à son frère, à la famille de Crystal Goldstein. Des excuses, des explications, tout ce que je peux offrir pour clore le chapitre. J'espérais que tu le ferais. Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais je veillerai à ce qu'elle soit livrée, dit Harry en prenant l'enveloppe. Karl se leva lentement. Je sais que ça ne change rien. Je sais que dire que je suis désolé ne te ramènera pas ton enfant ni ne te fera revivre les mois d'enfer que je t'ai fait subir. Mais j'avais besoin que tu saches que je me souviens de qui j'étais et que j'ai honte de qui je suis devenu. Harry raccompagna Karl jusqu'à la porte. Karl. Oui. Pour ce que ça vaut, j'espère que tu trouveras un peu de paix en prison. Pas le pardon, mais la paix. Karl sourit tristement. Merci, Harry. Et pour ce que ça vaut, tu as eu raison de me dénoncer. L'université. Tu as toujours été le meilleur. Après le départ de Karl, Harry resta assis seul dans son bureau pendant un long moment, réfléchissant au cycle de vengeance et de rédemption, aux choix qui nous définissent et aux conséquences qui nous en découlent. Puis il prit son téléphone et appela Patty. « Salut, ma belle. Comment te sens-tu » ? « Mieux, » dit Patty. Et Harry perçut une réelle joie dans sa voix pour la première fois depuis des mois. Le docteur Reed dit qu'on pourra recommencer dès qu'on sera prêt. Sommes-nous prêts ? Je pense que oui. Je pense qu'on est plus fort maintenant. Tu sais, on a survécu au pire, et on est toujours là. On l'est, acquiesça Harry. Je rentrerai tôt ce soir. On pourrait peut-être parler de l'avenir. J'aimerais bien. Après avoir raccroché, Harry se tourna vers la fenêtre, contemplant la ville qu'il avait tant lutté pour conquérir. Chicago l'avait mis à l'épreuve, brisé, et finalement forgé en quelqu'un de plus fort. Il avait perdu plus qu'il n'aurait jamais imaginé, mais il avait aussi découvert des réserves de force et de détermination. Il ignorait qu'il possédait. Son téléphone vibra, un texto de Brian lui parvint. Patty va très bien. La thérapeute dit qu'elle fait de réels progrès. Comment vas-tu ? Répondit Harry.
Je vais bien. Tout ira bien pour nous tous. Et pour la première fois depuis un an, Harry Dunlap crut vraiment que le soleil se couchait sur Chicago, peignant le ciel de nuances d'or et de pourpre. Harry rassembla ses affaires et se dirigea vers l'ascenseur, prêt à rentrer chez lui auprès de sa femme et à commencer à construire leur avenir ensemble. Il avait appris à ses dépens que le succès ne se résumait pas à une victoire. Il s'agissait de ce que l'on était prêt à sacrifier pour gagner et de ce que l'on choisissait de construire une fois la victoire acquise. Carl Pick et Francis Dixon passeraient le reste de leur vie à payer pour leurs choix. Mais Harry Dunlap était libre de faire de nouveaux choix, de meilleurs choix, et de construire une vie définie non par la vengeance ou la cupidité, mais par l'amour, l'intégrité et la satisfaction tranquille du travail bien fait. Tandis que l'ascenseur le conduisait jusqu'au rez-de-chaussée, Harry pensait à l'avenir, aux enfants que Patty et lui auraient, à l'entreprise qu'ils continueraient de bâtir, à la vie qu'ils créeraient ensemble sur les cendres du cauchemar auquel ils avaient survécu. Ce serait une belle vie, une vie qui valait la peine de se battre. C'est ici que notre histoire s'achève. Partagez vos impressions dans les commentaires. Merci de votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo à l'écran et je vous verrai. Fermait déjà les portes de l'ambulance et les paroles de la femme se perdirent dans le vacarme des sirènes et le tonnerre au-dessus de sa tête. Alors qu'Harry se tenait dans son allée, regardant l'ambulance disparaître dans la tempête, son téléphone vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu. Qu'est-ce que ça fait d'être le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre? Ce n'est que le début. CP Carl Pick. Ce salaud avait orchestré tout ça d'une manière ou d'une autre, mais Harry ne comprenait ni comment ni pourquoi. Tout ce qu'il savait, c'est que sa vie parfaite, celle qu'il avait construite à partir de rien grâce à sa détermination et à son travail acharné, était soudainement attaquée par un ennemi qu'il croyait en sécurité dans son passé. Et quelque part, au milieu de la tempête, sa femme enceinte était potentiellement en danger à cause d'un homme qui venait de prouver qu'il était prêt à utiliser des innocents comme des pions dans n'importe quel jeu malsain auquel il se livrait. Harry Dunlap avait survécu au placement familial, à la pauvreté et à tous les obstacles que la vie lui avait lancés. Il allait maintenant relever son plus grand défi, protéger tout ce qu'il aimait de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Chapitre 2. La fureur de son frère. Brian Free avait toujours été protecteur envers sa sœur Patty. Mais devenir père avait décuplé cet instinct. Le lendemain matin, alors qu'il conduisait après la tempête, ses jointures étaient blanches sur le volant et sa mâchoire lui faisait mal à force de serrer les dents. L'appel était arrivé à 6 heures du matin. Une voix de femme tremblante et effrayée. Est-ce Brian Free, le frère de Patty Harrington? Vous devez savoir quel genre d'homme votre sœur a épousé. La femme, qui s'était présentée comme Crystal Goldstein, affirmait avoir été la petite amie de Harry avant Patty, qu'il l'avait mise enceinte puis abandonnée. Elle disait être venue à Chicago pour le confronter, demander de l'aide pour les frais médicaux, et que Harry était devenu violent lorsqu'elle avait refusé d'avorter. Il m'a traîné dehors pendant la tempête. Crystal avait sangloté au téléphone, disant que je mentais, que le bébé n'était pas de lui. Il m'avait laissé sous un arbre dans son jardin, comme des ordures. Si les voisins ne m'avaient pas trouvé, mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était ce qui s'était passé ensuite, selon Crystal. D'après son récit, Harry avait trouvé Patty en train de préparer un sac, prête à le quitter après avoir été témoin de ce qu'il avait fait à Crystal. Harry avait explosé, hurlant qu'il ne la laisserait pas ruiner sa réputation comme Crystal essayait de le faire. Dans la bagarre qui avait suivi, Harry avait poussé Patty dans les escaliers. Elle est à l'hôpital, avait murmuré Crystal. Chic général, elle a perdu le bébé, Brian. Votre sœur a perdu son bébé à cause de ce que ce monstre lui a fait. Brian avait enfilé des vêtements et avait conduit directement de son appartement d'Evston jusqu'à l'hôpital général de Chicago, l'esprit en ébullition. Il avait toujours apprécié Harry. Il semblait dévoué à Patty, travaillait dur, la traitait bien. Mais Brian savait aussi que les gens pouvaient cacher leur vraie nature, surtout les hommes qui réussissaient et avaient une réputation à protéger. À l'hôpital, il avait trouvé Patty inconsciente dans une chambre privée, le visage pâle et tiré. Le médecin, une femme à l'air fatigué nommée Dr Roxanne Reed, confirma que Patty avait fait une fausse couche après une chute dans un escalier. Était-elle poussée? Avait demandé Brian d'une voix à peine murmurée. Le docteur Reed avait semblé mal à l'aise. Je ne peux pas spéculer sur les circonstances. Je ne peux que traiter les problèmes médicaux. Votre sœur est stable, mais elle a subi un traumatisme important, tant physique qu'émotionnel.
C'est alors que Brian remarqua les ecchymoses sur les poignets de Patty, des traces de doigts légères mais évidentes. Alors qu'il se garait sur le parking de Dunlap Strategic Consulting, Brian y sentit la fureur froide qui s'était accumulée toute la matinée se cristalliser en quelque chose de plus dur et de plus précis. Il avait appelé à l'avance pour dire à l'assistante de Harry qu'il s'agissait d'une urgence familiale liée à Patty. La femme avait semblé inquiète et avait immédiatement accepté de l'intégrer à l'agenda de Harry. Brian prit l'ascenseur jusqu'au 32e étage, les mains tremblantes de rage contenue. Il n'avait jamais été violent. Il était professeur d'histoire au lycée, bon sang. Quelqu'un qui croyait à la résolution des conflits par la discussion et la compréhension. Mais l'image de sa sœur, brisée, gisant dans ce lit d'hôpital avait réveillé quelque chose de primitif en lui. Le bureau de Harry était exactement ce à quoi Brian s'attendait. Cher, de bon goût, conçu pour impressionner les clients et intimider les concurrents. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur la ville, et le mobilier semblait coûter plus cher que ce que Brian avait gagné en 6 mois. Harry lui-même avait une mine décharnée. Ses cheveux habituellement impeccables étaient en bataille, sa chemise froissée et des cernes sous ses yeux. Lorsqu'il vit Brian, son visage s'illumina d'un soulagement apparemment sincère. « Brian, Dieu merci, tu es là », dit Harry en se levant de derrière son bureau. « J'ai essayé de joindre Patty toute la nuit. Elle va bien ? Est-elle arrivée chez Marlène avant l'orage ? » La prestation était impeccable, dut admettre Brian. S'il n'avait pas su ce qu'Harry avait fait, il aurait pu croire que son inquiétude était fondée. « Espèce de fils de pute », dit doucement Brian. L'expression de Harry passa du soulagement à la confusion. « Quoi, Brian ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Où est Patty ? » « Elle est à l'hôpital, » dit Brian en observant attentivement le visage d'Harry. « Chenral, elle a perdu le bébé. » Le visage d'Harry se vida de ses couleurs. Et pendant un instant, il sembla sur le point de s'effondrer. Mais Brian n'y croyait pas. Il avait été professeur assez longtemps pour reconnaître un bon jeu d'acteur. Quoi ? Comment ? Quand est-ce arrivé ? Balbutia Harry en attrapant son téléphone. Je dois aller à l'hôpital. Je dois. Tu dois absolument rester loin d'elle. Brian l'interrompit en s'approchant. Je sais ce que tu as fait, Harry. Je sais pour Crystal Goldstein. Je sais que tu as poussé Patty dans les escaliers. Quelque chose brilla dans les yeux d'Harry. Pas de culpabilité, mais autre chose. De la reconnaissance, peut-être ? Crystal Goldstein ? Répéta Harry lentement. Brian, je n'ai aucune idée de qui c'est. Et je ne ferai jamais de mal à Patty. Tu le sais. Elle est tout pour moi. Coupe-le, s'exclama Brian. Crystal m'a tout dit. Comment tu l'as abandonnée quand elle est tombée enceinte ? Comment tu l'as traînée dehors pendant la tempête quand elle est venue te demander de l'aide ? Comment as-tu pu perdre là ? Tête quand Patty a vu quel genre d'homme tu étais vraiment ? Harry secoua la tête, son expression passant de la confusion à une expression qui ressemblait presque à de la compréhension. Brian, écoute-moi bien attentivement, dit Harry, sa voix prenant une tournure plus dure. Je ne sais pas qui est Crystal Goldstein, et je n'ai certainement pas poussé ma femme dans les escaliers. Mais je crois savoir qui est derrière tout ça. Encore des mensonges, dit Brian. Mais quelque chose dans le ton de Harry le fit hésiter. Carl Pick, poursuivit Harry. Mon ancien colocataire de fac. Il m'a appelé hier. Il m'a dit qu'il voulait enterrer la hache de guerre. Hier soir, j'ai trouvé une femme enceinte sous un arbre dans mon jardin, inconsciente, presque morte de froid. Avant que les ambulanciers ne l'emmènent, elle a dit que quelqu'un lui avait dit que je lui avais fait ça. Brian a étudié le visage de Harry, cherchant des indices de tromperie. Mais Harry a soutenu son regard. Et pour la première fois depuis l'appel de Crystal, Brian a ressenti une lueur de doute. Vous dites que cette Crystal ment. Je dis que quelqu'un l'utilise pour me joindre par l'intermédiaire de ma famille, dit Harry. Et si Carl Pick est derrière tout ça, Patty est peut-être encore en danger. Le téléphone de Brian a explosé. Un SMS d'un numéro inconnu. Dis à ton beau-frère que ce n'est que le début. Il a détruit ma vie une fois. Maintenant, je vais détruire son PC. Brian montra le message à Harry, observant attentivement le visage de l'autre homme. La rage qui brillait dans les yeux de Harry semblait sincère. Et pour la première fois, Brian se demanda s'il avait commis une terrible erreur. Brian, dit Harry doucement.
Où est Patty exactement en ce moment? Chicago Général, chambre 415. Mais le médecin a dit qu'Harry était déjà en mouvement, attrapant sa veste et ses clés. Il faut qu'on s'y rende immédiatement. Si Carl est prêt à utiliser une femme enceinte comme appât, on ne sait pas ce qu'il pourrait faire d'autre. Alors qu'il se précipitait vers l'ascenseur, les pensées de Brian s'emballèrent. Avait-il été manipulé? Harry était-il vraiment la victime, et non le coupable? Et si oui, qu'est-ce que cela signifiait? Pour Patty? Les portes de l'ascenseur se refermèrent et Brian se surprit à étudier le profil de son beau-frère. Harry avait l'air d'un homme luttant pour sa vie. Non pas l'assurance suffisante de quelqu'un qui pensait s'en être tiré, mais la détermination désespérée de quelqu'un qui comprenait qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Harry, dit finalement Brian. Si tu me mens à ce sujet, je ne mens pas, Harry l'interrompit d'une voix dure comme l'acier. Mais Brian, il faut que tu comprennes une chose. Carl Pick n'est pas qu'un rival d'université rancunier. Il est dangereux, intelligent et il prépare tout ça depuis longtemps. Si nous voulons protéger Patsy et découvrir ce qui s'est réellement passé, nous devons travailler ensemble. L'ascenseur atteignit le parking et, tandis qu'il se précipitait vers la voiture d'Harry, Brian prit une décision qui allait tout changer. Il allait faire confiance à Harry Dunlap pour l'instant. Mais si c'était un autre mensonge, si Harry avait vraiment blessé sa sœur, Brian s'assurerait qu'il en paie le prix, quoi qu'il en coûte. Derrière eux, aucun des deux hommes ne remarqua la silhouette qui les observait dans l'ombre du parking, ni le sourire satisfait qui traversa le visage de Carl Peck lorsqu'il sortit son téléphone pour passer un autre appel. Le jeu ne faisait que commencer. Chapitre 3. Démêler la toile. La chambre d'hôpital était une véritable cocotte-minute. Patty gisait inconsciente dans son lit, les moniteurs émettant de légers bips autour d'elle, tandis qu'Harry, assis dans l'inconfortable chaise en plastique à côté d'elle, lui tenait la main comme si c'était la seule chose qui le maintenait ancré à la réalité. Brian arpentait la fenêtre, son téléphone collé à l'oreille, essayant d'obtenir plus d'informations sur Crystal Goldstein. Le docteur Roxane Reed avait hésité à donner des détails, invoquant le secret médical, mais elle avait confirmé que Patty était bel et bien tombée dans les escaliers et avait perdu le bébé. Ce qu'elle n'avait pas mentionné, ce que Brian n'avait découvert qu'en la pressant directement, c'était que Patty avait été retrouvée au bas des escaliers de l'immeuble de Marlène Montgomery, et non chez elle. Marlène est en chirurgie, annonça Brian après avoir raccroché. Appendice éclaté. Elle est au bureau depuis hier après-midi. Harry leva brusquement les yeux hier après-midi, mais Patty a dit qu'elle allait rester chez Marlène à cause de la tempête, ce qui signifie que quelqu'un d'autre l'a convaincue d'y aller, dit Brian d'un ton sombre. Quelqu'un qui savait que Marlène ne serait pas à la maison. Un léger coup à la porte les interrompit. Une jeune infirmière entra, portant une enveloppe en papier craft. Monsieur Dunlap, ceci a été livré pour vous il y a environ 1 heure. Harry ouvrit l'enveloppe, les doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait une seule photo et un mot manuscrit. La photo montrait Patty entrant dans l'immeuble de Marlène, visiblement enceinte et souriante. L'horodatage indiquait 19h23, pile au début de la tempête. Le mot était bref. Elle m'a fait confiance quand je lui ai dit que tu avais besoin de son aide. C'est incroyable comme il est facile de manipuler ceux qui t'aiment. CP, ce salaud, murmura Harry en froissant le mot dans son poing. Il l'a attiré là-bas. Il lui a probablement dit que j'étais blessé ou en difficulté. Ou Harry. La voix de Pat n'était qu'un murmure, mais elle transperça la rage d'Harry comme un couteau. Ses yeux étaient ouverts, perdus dans le vide, mais conscients. Je suis là, mon bébé, dit Harry en se penchant au-dessus du lit. Je suis là, mon homme. Il a dit que tu étais blessé. Il a dit que tu avais besoin de moi. La voix de Patty était pâteuse à cause des analgésiques, mais elle luttait pour dire les mots. Je suis allé t'aider, mais tu n'étais pas là. Et puis, tout ira bien. Harry la rassura en lui caressant les cheveux. Tu n'es pas obligé. Il m'a poussé, dit soudain Patty, son regard se fixant avec une clarté saisissante. Pas toi, l'autre homme. Quand j'ai essayé de partir, quand j'ai compris que c'était un piège, il m'a poussé dans l'escalier. Brian sentit son estomac se nouer. Patty, peux-tu le décrire? Grand, cheveux noirs, costume cher. Il avait ton alliance, dit-elle à Harry. La confusion obscurcissait ses traits. Tu as dit que tu l'avais envoyé comme preuve que tu avais besoin d'aide, mais c'était un faux, n'est-ce pas? Tu portes le tien.
Harry baissa les yeux vers sa main gauche où son alliance en platine accrochait la lumière fluorescente de l'hôpital. Oui, mon bébé. C'était un faux. Je n'ai jamais envoyé personne te chercher. Le docteur Reed choisit ce moment. Pour entrer. Presse-papier à la main. Comment nous sentons-nous, Madame Dunlap? Comme si j'avais été renversé par un camion, dit faiblement Patty. Le docteur est mon bébé. L'expression du docteur Reed s'adoucit. Je suis vraiment désolé. Le traumatisme de la chute t'a fait regretter Gary, mais physiquement, tu t'en sortiras bien. La guérison émotionnelle prendra plus de temps. Harry vit le visage de sa femme se déformer, sentit sa main se relâcher dans la sienne. À cet instant, en regardant la femme qui lui avait donné tout ce qui valait la peine de se battre, Harry sentit quelque chose de froid et d'implacable s'installer dans sa poitrine. Carl Peake avait franchi une ligne qui ne pourrait jamais être franchie. Le docteur Brian dit, nous devons signaler ça à la police. Ma sœur a été agressée. En fait, dit prudemment le docteur Reed, une enquête policière a déjà été ouverte. L'inspecteur Dean Bowen, du 18e district, était là plus tôt. Il a dit qu'il y avait une certaine confusion quant aux circonstances de la chute de Madame Dunlap. Harry se glaça. Quel genre de confusion? Apparemment, quelqu'un avait signalé des violences conjugales. Il avait vu Monsieur Dunlap pousser sa femme enceinte dans un escalier. Le docteur Reed parut mal à l'aise. L'inspecteur souhaite vous parler à tous les deux quand vous serez prêts. Avant que Harry ne puisse répondre, son téléphone sonna. L'afficheur indiquait son numéro de bureau. Monsieur Dunlap. La voix de son assistante était tendue par le stress. Vous devez revenir immédiatement. La police est là avec un mandat de perquisition. Et il y a des journalistes dehors. Le groupe Peterson vient d'appeler pour annuler leur réunion. Harry ferma les yeux, sentant les murs se refermer sur lui. Carl ne cherchait pas seulement à détruire son mariage. Il s'en prenait à son entreprise, à sa réputation, à tout ce qu'Harry avait construit. Dites-leur que j'arrive dans 1 heure, dit Harry. Et appelez nos avocats. Après avoir raccroché, il se tourna vers Brian. J'ai une question à te poser et j'ai besoin que tu sois totalement honnête avec moi. Quoi? Tu me crois? À propos de Carl? À propos de ce qui s'est réellement passé? Brian observa longuement le visage de son beau-frère. Harry avait l'air épuisé, désespéré, mais pas coupable. Plus important encore, Patty venait de confirmer que ce n'était pas Harry qui l'avait poussé. Ouais, dit Brian, enfin. Je te crois. Mais Harry, ce type joue aux échecs pendant qu'on joue aux dames. Il nous fait réagir à ses coups au lieu de faire les nôtres. Un petit sourire se dessina au coin des lèvres de Harry. Le premier que Brian voyait depuis son arrivée à l'hôpital. Tu sais, Brian, tu as peut-être raison, mais il y a quelque chose que Carl ignore à mon sujet. Qu'est-ce que c'est? Je ne joue pas qu'aux échecs, dit Harry, sa voix prenant une tournure qui le rendit soudain heureux qu'il soit du même côté. Je joue pour gagner. Harry se tourna vers Patty, dont les yeux s'étaient à nouveau fermés. Il l'embrassa doucement sur le front. Repose-toi, ma puce. Quand tu te réveilleras, ce cauchemar sera terminé. En quittant l'hôpital, Brian ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose de fondamental venait de changer. Le Dunlap poilu qu'il connaissait depuis 3 ans, le consultant prospère mais relativement doux qui adorait sa sœur, avait disparu. À sa place, il y avait quelqu'un de plus dur, de plus concentré, quelqu'un avec l'air d'un homme poussé à bout et enfin prêt à riposter. Alors, quel est le plan? Demanda Brian en montant dans la voiture d'Harry. D'abord, on va à mon bureau pour s'occuper de la police et de la presse. Ensuite, nous allons découvrir exactement ce que Carl Peake a fait et comment il s'y est pris. Harry démarra le moteur, la mâchoire serrée par la détermination, et nous allons le détruire. Harry, dit Brian prudemment. Que s'est-il passé entre toi et ce type à la fac? Que as-tu fait pour qu'il te déteste autant? Harry resta silencieux un long moment, les mains agrippées au volant. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Je l'ai démasqué pour ce qu'il était vraiment, et apparemment, il ne me l'a jamais pardonné. Harry jeta un coup d'œil à Brian, et pendant un instant, Brian vit une lueur dangereuse scintiller dans les yeux de son beau-frère. Mais il est sur le point d'apprendre qu'il y a une grande différence entre l'étudiant naïf que j'étais et l'homme que je suis devenu. Alors qu'il traversait la ville en direction du bureau d'Harry,
aucun d'eux ne remarqua la berline noire qui suivait 3 voitures ni l'homme à l'intérieur qui prenait des notes sur une tablette. Carl Pick s'attendait à ce qu'Harry finisse par découvrir qui était derrière les attaques. Mais il comptait sur la réaction prévisible de ses anciens camarades. Ce que Carl ignorait, c'est qu'Harry Dunlap avait appris quelques notions de stratégie et de patience au cours des années passées à bâtir un cabinet de conseil prospère. Et parfois, le meilleur moyen de gagner une partie d'échecs était de laisser croire à son adversaire qu'il gagnait jusqu'au moment où on lui arrachait son roi. Chapitre 4. La contre-attaque. L'inspecteur Dean Bowen était tout ce qu'Harry attendait d'un inspecteur de la police de Chicago. Yeux fatigués, costume froissé et ce scepticisme-là qui naît de la vision excessive de la nature humaine à son pire. Il attendait dans la salle de conférence de Harry lorsqu'ils arrivèrent, accompagné de 2 agents en uniforme et d'une femme qu'Harry ne reconnut pas. « Monsieur Dunlap, je suis l'inspecteur Bowen. Voici la procureure adjointe Misty Ryan. » L'inspecteur fit un geste vers la femme qui devait avoir la quarantaine, le regard perçant et un tailleur coûteux. « Nous devons discuter de l'incident impliquant votre femme. »« Je suppose que vous avez parlé à Patty, » dit Harry en s'asseyant en face d'eux. Elle confirma que je n'étais pas là quand elle a été poussée dans les escaliers. « Oui, nous avons sa déclaration, » dit Ada Ryan d'une voix douce. « Mais nous avons aussi un témoin qui affirme vous avoir vu dans l'immeuble au moment de l'incident. » Harry se glaça. « Quel témoin ?» L'inspecteur Bowen consulta ses notes. « Crystal Goldstein. Elle dit qu'elle vous suivait parce que vous la menaciez et qu'elle vous a vu pousser votre femme dans les escaliers avant de fuir. »« C'est impossible, » interrompit Brian. « Crystal m'a appelé ce matin pour affirmer que Harry l'avait agressée pendant la tempête. Elle ne peut pas l'avoir vu pousser Patty si elle était inconsciente dans son jardin. » L'inspecteur et l'assistante du procureur ont échangé un regard. « Nous n'avons aucune trace d'agression sur une Crystal Goldstein, et certainement aucune admission à l'hôpital correspondant à cette description. » Harry sentit les pièces du puzzle s'emboîter, car ce n'était pas Crystal Goldstein sous cet arbre. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un que Carl Pick avait payé ou contraint à jouer le rôle. « Qui est Carl Pick ?» demanda l'inspecteur Bowen. Harry sortit son téléphone et le leur montra. Le SMS que Brian avait reçu. « Carl Pick est l'homme derrière tout ça. Il prépare cette attaque contre ma famille depuis des mois, peut-être des années. » Ada Ryan parut sceptique. « Monsieur Dunlap, c'est une accusation très grave. Avez-vous des preuves autres qu'un SMS qui aurait pu être envoyé par n'importe qui ? » Pas encore, admit Harry. Mais je le ferai. En attendant, l'inspecteur Bowen dit, debout. Nous allons avoir besoin que vous restiez disponible pour l'interrogatoire. Ne quittez pas la ville sans nous prévenir. Après le départ de la police, Harry resta seul dans sa salle de conférence, scrutant les gratte-ciel de Chicago. Son assistant frappa et entra avec hésitation. « Monsieur Dunlap, il y a une journaliste du Tribune sur la ligne 3. Elle pose des questions sur les allégations de violence conjugale. »« Dites-lui de ne pas faire de commentaires, » dit Harry. « Et donnez-moi tout ce que nous avons sur Carl Peck. »« Archives publiques, documents commerciaux, tout y est déjà, » dit son assistant. « Mais monsieur, la réunion du groupe Peterson est annulée. »« Je sais. » Harry se massa les tempes, sentant un mal de tête monter. « Et nos autres clients ? 3 ont appelé pour reporter leur rendez-vous. Les autres attendent probablement de voir comment le vent va tourner. » Harry hocha la tête d'un air sombre. Carl jouait parfaitement son rôle. Attaquer la vie privée d'Harry pour détruire sa réputation professionnelle, utiliser le système judiciaire pour le coincer, et ensuite regarder tout ce qu'il avait construit s'effondrer autour de lui. Mais Carl avait commis une erreur cruciale. Il avait sous-estimé la capacité d'Harry à réfléchir stratégiquement sous pression. Le téléphone d'Harry vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu. « Qu'est-ce que ça fait de voir sa vie s'écrouler ? Voilà ce que tu mérites pour avoir détruit la mienne, CP. » Au lieu de supprimer le message, Harry le transféra à Brian avec un mot. « Sauvegarde ça. On va en avoir besoin. » Puis il appela son responsable de la sécurité informatique, Oliver Ball. « Oliver, j'ai besoin que tu traces des SMS et des appels, et j'ai besoin que tu le fasses en secret. »« Comment ? De quelle façon en secret parlons-nous ? Demanda Oliver. « Le genre où on ne discute ni des méthodes ni des sources, » dit Harry. « Tu peux le faire ? Donne-moi les chiffres. » Harry passa l'heure suivante à tout expliquer à Oliver. Les appels de Crystal Goldstein, les SMS de Carl,
la chronologie des événements. Lorsqu'il eut terminé, Oliver sifflait à voix basse. Patron, c'est du raffinement. Celui qui a mis ça en place a utilisé des téléphones jetables, des services VoIP et probablement de fausses identités. Mais personne n'est parfait. Il y a toujours une trace numérique si on sait où chercher. Donne-moi 48 heures. Après le départ d'Oliver, Harry a appelé Brian. J'ai besoin que tu me rendes un service. Nomme-moi. Retourne à l'hôpital. Reste avec Patty. Ne laisse personne s'approcher d'elle, sauf le personnel médical que tu auras personnellement vérifié. Tu penses que Carl pourrait essayer autre chose? Je pense qu'un homme prêt à pousser une femme enceinte en bas pour se venger de son mari est capable de tout, dit Harry d'un ton sombre. Ce soir-là, Harry se rendit à l'hôtel de Carl, le Four Seasons, car bien sûr, Carl logerait dans un endroit cher. Il n'entra pas. Il se gara de l'autre côté de la rue et attendit. À 21h47, Carl sortit du hall de l'hôtel. Il était exactement comme Harry s'en souvenait, grand, beau et élégant, vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Carl marcha 3 pâtés de maison jusqu'à un petit café où il rencontra une femme qu'Harry ne reconnut pas. Harry prit des photos avec son téléphone tandis que Carl lui tendait une enveloppe. De l'argent changeait de main. Des instructions pour la suite de son plan. Harry ne pouvait le dire, mais il nota tout. Lorsque Carl revint à son hôtel 1 heure plus tard, Harry le suivit à l'intérieur. Carl appela Harry tandis que son ancien camarade de classe attendait l'ascenseur. Carl se retourna et, l'espace d'un instant, Harry vit une lueur de surprise se dessiner sur son visage avant de disparaître. Remplacé par un sourire suffisant. Harry Dunlap. Tu as l'air affreux. Comment va ta femme? Harry dit simplement, non, merci à toi. Je ne vois pas de quoi tu parles, dit Carl, mais son regard était froid et calculateur. J'ai entendu parler de ta situation familiale malheureuse. C'est vraiment dommage que des hommes qui réussissent laissent leur colère prendre le dessus. Tu as fait une erreur, Carl, dit Harry en s'approchant. Tu as supposé que j'étais toujours la même personne que tu connaissais à la fac. Oh, et quel genre de personne es-tu maintenant? Harry sourit. Et il y avait quelque chose dans ce sourire qui fit reculer Carl involontairement. Le genre de personne qui ne s'énerve pas, dit Harry doucement. Le genre de personne qui prend sa revanche. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Carl entra précipitamment, son sang-froid finissant par craquer légèrement. Tu ne peux rien prouver, Harry, dit-il alors que les portes commençaient à se fermer. Et quand j'en aurai fini avec toi, il ne te restera plus rien. On verra bien, dit Harry. Tandis que l'ascenseur emportait Carl, Harry sortit son téléphone et appela Oliver. Changement de plan, dit-il. Je n'ai pas besoin de 48 heures. J'en ai besoin de 12. Et Oliver, peu m'importe le prix à payer ni les lois qu'on doit contourner. Trouve-moi tout. En retournant à sa voiture, Harry ressentit quelque chose qu'il n'avait plus ressenti depuis ses années en famille d'accueil. Cette détermination froide et concentrée qui naissait du fait de n'avoir absolument plus rien à perdre. Carl Pick avait pris son enfant à naître, failli détruire son mariage et démanteler systématiquement son entreprise. Mais Carl avait oublié la leçon la plus importante de leurs années d'université. Harry Dunlap ne restait jamais longtemps à terre, et lorsqu'il se relevait, il ripostait avec 2 fois plus de force. La donne allait changer. Chapitre 5, Informatique légale et vieilles blessures. Oliver Ball était le responsable de la sécurité informatique de Harry depuis 3 ans, mais il n'avait jamais vu son patron dans cet état. Il y avait quelque chose de presque prédateur dans le silence d'Harry alors qu'il était assis en face du bureau d'Oliver à 6 heures du matin, attendant le rapport qui soit lui sauverait la vie, soit confirmerait ses pires craintes. J'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles, dit Oliver en étalant les imprimés sur son bureau. La bonne nouvelle est que Carl Pick est négligent lorsqu'il pense gagner. La mauvaise nouvelle est que cela va plus loin que nous le pensions. Harry se pencha en avant. Montre-moi. Les appels de Crystal Goldstein provenaient d'un service VoIP enregistré auprès d'une société Shell appelée Apex Holdings. La même entreprise qui a payé l'hôtel de Carl, sa location de voiture et plusieurs autres dépenses au cours des 6 derniers mois. Oliver a souligné une série de documents financiers. Mais c'est ici que cela devient intéressant. Apex Holdings est une filiale de Meridian Venture, qui appartient à Francis Dixon. Francis Dixon, répéta lentement Harry. Pourquoi est-ce que je connais ce nom?
Parce qu'il est le PDG du groupe Peterson, dit Oliver d'un ton sombre. Votre plus gros client potentiel, celui qui vient d'annuler son rendez-vous avec vous. Harry sentit le monde s'incliner légèrement. Carl travaille avec Dixon depuis tout ce temps. C'est encore pire. J'ai retracé les paiements jusqu'à la femme qui se faisait passer pour Crystal Goldstein. Son vrai nom est Tara Warren, et elle est actrice Carl Med à Los Angeles il y a 6 mois. Elle est fauchée, désespérée de trouver du travail, et Carl l'a convaincue qu'elle aiderait à dénoncer un agresseur domestique. Oliver a sorti une série de photographies sur son ordinateur. Cela vient des caméras de sécurité à l'extérieur du bâtiment de Marlène Montgomery. Regardez l'horodatage. Harry étudia les images. Il y avait Patty qui arrivait seule à 19h23. Tout comme le montrait la photo que Carl avait envoyée. Mais il y avait une autre silhouette dans le hall, un homme vêtu d'un costume coûteux dont le visage était partiellement masqué par les ombres. C'est Carl, dit Harry, confirmé par un logiciel de reconnaissance faciale. Olivier hocha la tête. Il l'attendait. Et voici le kicker. Regardez ça. L'image suivante montrait Carl quittant le bâtiment à 20h15, moins d'une heure après l'arrivée de Patty. L'horodatage de la chute de Patty était 20h07. Selon le rapport des ambulanciers. Alors, il l'a poussée dans les escaliers puis s'est éloigné, dit Harry, sa voix mortellement calme. C'était juste une autre réunion d'affaires, confirma Oliver. Mais Harry, il y a autre chose. J'ai fouillé dans le passé de Carl, et la raison pour laquelle il a si désespérément envie de se venger va plus loin que le simple plagiat de l'université. Oliver sortit un autre dossier. Après le scandale, Carl a finalement obtenu son diplôme, mais ses perspectives de carrière étaient limitées. Il a oscillé entre les petites entreprises pendant des années, sans jamais vraiment trouver sa place. Son père lui a coupé les vivres quand il avait 28 ans après que Carl ait détourné de l'argent de l'entreprise familiale. Détourné de combien ? 2,7 millions de dollars. Oliver a déclaré qu'il avait tout perdu dans une série de mauvais investissements et de dettes de jeu. Francis Dixon l'a renfloué, mais seulement en échange de ce que Carl devienne essentiellement un serviteur sous contrat. Dixon utilise Carl pour de l'espionnage industriel, des OPA hostiles et d'autres sales boulots depuis 7 ans. Harry commençait à voir la situation dans son ensemble. Ainsi, lorsque Dixon a voulu acquérir mon entreprise sans payer la valeur marchande, il a envoyé Carl vous détruire en premier, a terminé Oliver. Vous rendre suffisamment désespéré pour vendre à bas prix, ou mieux encore, voler simplement votre clientèle et laisser votre entreprise s'effondrer. Quel genre de sale boulot Carl a-t-il fait pour Dixon ? L'expression d'Oliver devint sombre. 3 dirigeants d'entreprises qui étaient en concurrence avec les intérêts de Dixon ont été renversés par un scandale au cours des 5 dernières années. L'un d'entre eux a été accusé de harcèlement sexuel par une femme qui a ensuite rétracté son histoire. Un autre a été accusé de délit d'initié. Le troisième s'est retrouvé dans une position compromettante avec quelqu'un qui s'est avéré être un agent infiltré travaillant pour Dixon. Et maintenant, je suis le numéro 4. Harry a dit que le schéma était toujours le même. Détruisez leur vie personnelle, puis foncez acheter leurs actifs pour quelques centimes par dollar alors qu'ils sont trop occupés à mener des batailles juridiques pour résister. Harry se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville pour laquelle il s'était battu si durement. Oliver, j'ai besoin que tu fasses autre chose pour moi. Quoi ? J'ai besoin que tu fasses disparaître toutes ces preuves pendant les prochaines 24 heures. Oliver avait l'air confus. Harry, cela prouve ton innocence. Nous devrions le porter à la police maintenant. Pas encore, dit Harry. Parce que je ne vais pas simplement blanchir mon nom. Je vais détruire Carl Pick et Francis Dixon tous les deux. Et pour que cela fonctionne, ils doivent penser qu'ils continuent de gagner. Le téléphone d'Harry sonna. C'était Brian qui appelait de l'hôpital. Harry, tu dois descendre ici. L'inspecteur Bowen vient d'arriver avec un mandat d'arrêt. Pourquoi ? Voix de fait grave causant des lésions corporelles à une femme enceinte. Carl a été occupé ce matin. Harry ferma les yeux. Je serai là. Mais avant de partir, il se tourna vers Oliver. Combien de temps vous faudrait-il pour pirater les serveurs de l'entreprise Dixon ? Harry, dit prudemment Oliver. Ce serait hautement illégal. Combien de temps ? Olivier soupira. Donnez-moi 4 heures. Mais si nous nous faisons prendre, nous ne le ferons pas, dit Harry avec une confiance qu'il ne ressentait pas entièrement. Parce que nous allons être plus intelligents qu'eux.
En conduisant à l'hôpital, Harry ressentit le calme familier qu'il avait porté à travers ses pires moments en famille d'accueil, à travers la pauvreté universitaire, à travers les premiers jours où il bâtissait son entreprise à partir de rien. Carl et Dixon pensaient avoir affaire à un simple homme d'affaires privilégié qui allait s'effondrer sous la pression. Ils avaient tort. Harry Dunlap se battait depuis plus longtemps que d'eux, et il avait appris quelque chose qu'il ne comprendrait jamais. Quand on n'a rien à perdre, on devient capable de tout. Au moment où il arrivait à l'hôpital, Harry avait pris une décision qui soit lui sauverait la vie, soit la détruirait complètement. Il allait donner à Carl Pick exactement ce qu'il voulait. La destruction complète de la réputation et des affaires de Harry Dunlap. Et puis, alors que Carl savourait sa victoire, Harry allait prendre tout ce que Carl et Dixon avaient construit et le brûler. Le mandat d'arrêt n'était qu'un début. Chapitre 6. L'arrestation et la révélation. Les menottes se refermèrent autour des poignets d'Harry avec une détermination qui sembla résonner dans le couloir de l'hôpital. Le détective Bowen était professionnel mais ferme lorsqu'il lisait à Harry ses droits tandis que l'AD à Misty Ryan regardait avec ce qui aurait pu être une satisfaction. « C'est ridicule, » dit Brian, la voix tendue par la frustration. « Vous avez le témoignage de ma sœur selon lequel Harry n'était même pas là. » « Nous avons également un témoin qui l'a vu sur les lieux, » a répondu le détective Bowen. « Et une nouvelle preuve que M. Dunlap menace Madame Goldstein depuis des semaines. » Harry resta silencieux pendant qu'il le conduisait à travers l'hôpital. Dans la chambre 4h15, Patty était réveillée, le visage pâle mais déterminé. Quand elle vit Harry menotter, ses yeux se remplirent de larmes. « C'est mal, » dit-elle en essayant de se redresser malgré les 4 lignes. « Harry, dis-leur. Dis-leur que tu n'as pas fait ça. »« Tout ira bien, bébé, » dit doucement Harry. « Brian va prendre soin de toi et tout ça va bientôt être fini. »« Comment peux-tu être si calme ?» demanda Patty. Et Harry entendit la peur dans sa voix. « Parce que je sais quelque chose qu'ils ignorent, » dit Harry, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Je sais qui je suis vraiment et je sais qui est vraiment responsable de tout ça. » Alors qu'ils emmenaient Harry, il croisa le regard de Brian et prononça 2 mots. « Faites-moi confiance. » La prison du comté de Cook était exactement aussi sinistre que ce à quoi Harry s'attendait. Après traitement et prise d'empreintes digitales, il a été placé dans une cellule de détention avec un conducteur ivre et un homme qui avait été arrêté en vertu de mandats d'arrêt non exécutés. Le conducteur ivre s'est évanoui sur le banc. Mais l'autre homme, un type nerveux avec des tatouages de prison, étudiait Harry avec des yeux intelligents. « Vous ne ressemblez pas à la clientèle habituelle, » dit l'homme. « Qu'est-ce que tu fais ? » « Agression domestique, » dit simplement Harry. « L'avez-vous fait ?» Harry croisa le regard de l'homme avec régularité. « Non. » L'homme hocha la tête comme si cela réglait quelque chose. « Je m'appelle Cliff Nixon. »« Et tu as ce look ? » ?»« Quel regard ? » ?»« Le regard d'un homme avec un plan, » dit Cliff. « Je l'ai déjà vu. » Cela signifie généralement que quelqu'un est sur le point d'être vraiment surpris. L'avocat de Harry, Benny Hoffman, est arrivé 3 heures plus tard. Benny était cher, intelligent et s'occupait des affaires juridiques d'Harry depuis des années. Il avait l'air frustré et inquiet alors qu'il s'asseyait en face d'Harry dans la salle de consultation. « Harry, qu'est-ce qui se passe ? » « J'ai des procureurs qui parlent d'accusations renforcées en raison des témoins de grossesse que je n'arrive pas à localiser et des preuves qui n'ont pas de sens. »« Benny, j'ai besoin que tu fasses exactement ce que je te dis. Et j'ai besoin que tu me fasses entièrement confiance. C'est ce que je fais depuis des années, mais n'essayez pas de me libérer sous caution. » L'interrompit Harry. Benny le regarda. « Quoi ? Vous m'avez entendu. En fait, je veux que vous disiez clairement que j'abandonne mon droit à un procès rapide. Je veux que cette affaire traîne le plus longtemps possible. Harry, as-tu perdu la tête ? Chaque jour où vous êtes ici, votre entreprise est en train de mourir. Votre réputation est détruite. » Exactement, dit Harry. Et j'ai besoin que Carl Pick et Francis Dixon pensent qu'ils ont complètement gagné. L'expression de Benny passa de la confusion à la compréhension. Vous faites le mort. Je joue aux échecs, corrigea Harry. Et parfois, la meilleure solution consiste à sacrifier vos pièces les plus précieuses pour les positionner en vue de l'échec et mat. Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse ? 2 choses. Tout d'abord, j'ai besoin que vous déposiez une requête pour exclure les preuves recueillies illégalement, en particulier tout enregistrement de surveillance électronique ou de communication.
fêtant un grand spectacle. Réclamation pour abus de pouvoir des poursuites. Attirer vraiment leur attention. C'est de toute façon une procédure standard. Quelle est la deuxième chose? Harry se pencha en avant. J'ai besoin que vous contactiez Francis Dixon pour lui proposer de lui vendre mon entreprise. Faites croire que je cherche désespérément à récolter des fonds pour ma défense. Jésus. Harry, jusqu'où es-tu prêt à aller avec ça? Aussi bas que possible, dit Harry sombrement. Dixon veut ma liste de clients et mes méthodes de conseil exclusives. Laissez-le croire qu'il est sur le point de les obtenir pour une fraction de leur valeur. Ce soir-là, de retour dans sa cellule, Harry était allongé sur la couchette étroite et regardait le plafond. Cliff Nixon lisait un roman de poche avec une concentration évidente. Vous savez, dit Cliff sans lever les yeux. La plupart des gars ici, à cause de ce dont vous êtes accusés, surveilleraient leurs arrières. La rumeur circule vite au sujet des batteurs de femmes. Je ne suis pas la plupart des gars, dit Harry. Non, ce n'est pas le cas. Cliff accepta. La plupart des hommes n'ont pas de visiteurs comme le vôtre. Harry s'assit. Quel visiteur? Un grand type dans un costume coûteux. Je suis venu il y a environ 1 heure pour poser des questions sur toi. Je voulais savoir comment tu allais, si tu avais dit quelque chose d'intéressant. Cliff regarda finalement Harry. Le fait est qu'il ne ressemblait ni à un avocat ni à un membre de la famille. Il ressemblait à un problème. Karl, bien sûr, il ne pouvait pas s'empêcher de venir se réjouir. Que lui as-tu dit? Que tu avais l'air vraiment brisé à cause de tout ça. Que tu n'arrêtais pas de marmonner que tu n'avais jamais voulu que qui que ce soit blessé. Cliff sourit. Je pensais que c'était ce qu'il voulait entendre. Pourquoi m'aider? Parce que j'ai des filles, dit simplement Cliff. Et tout homme qui bat vraiment les femmes enceintes mérite tout ce qu'il obtient. Mais vous n'avez pas la bonne énergie pour cela. Vous êtes en colère, mais c'est une colère pure. Concentré. Les privilèges téléphoniques d'Harry venaient avec le dîner. Il a d'abord appelé Brian. En quoi Patty va-t-il mieux physiquement, de toute façon? Mais Harry, la presse s'en donne à cœur joie avec ça. Vos photos en première page de 3 journaux et les journaux télévisés du soir étaient accompagnés de votre histoire. Bien, dit Harry. Bien, Harry. Ils vous détruisent. C'est ça le point, Brian. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Va à mon bureau demain matin et nettoie mon bureau. Prenez tout personnellement, mais assurez-vous qu'Oliver vous voit le faire. Fais comme si je ne reviendrai jamais. Pourquoi? Parce qu'Oliver va dire à quelqu'un que tu as fait ça et j'ai besoin que quelqu'un croie que mes affaires sont terminées. Brian resta silencieux pendant un moment. Harry, et si ton plan ne fonctionne pas? Harry pensa à Patty allongée dans ce lit d'hôpital, à leur enfant perdu, à tout ce que Karl leur avait pris. Ensuite, je passerai le reste de ma vie en prison, dit Harry. Mais Carl Pick et Francis Dixon passeront le leur à regarder par-dessus leurs épaules, en attendant que l'autre chaussure tombe. Après avoir raccroché, Harry appela encore Oliver Ball. Patron, Jésus, j'ai essayé de te joindre. Les serveurs, avez-vous accès au fichier de Dixon? Ouais, mais Harry, ce que j'ai trouvé, c'est plus grand que ce qu'on pensait. Dixon ne cible pas seulement ses concurrents en vue d'une acquisition. Il mène une campagne systématique pour manipuler les cours boursiers, détruire des entreprises, puis racheter leurs actifs par le biais de sociétés écrans. Le FBI voudrait voir ça. Pas encore, dit Harry. Combien de temps pouvez-vous conserver les preuves en sécurité sans que personne ne sache que vous les détenez? Aussi longtemps que vous en avez besoin. Mais Harry, s'ils remontent jusqu'à nous. Ils ne le feront pas, dit Harry avec plus de confiance qu'il n'en ressentait. Car dans 48 heures, Carl Pick va nous remettre tout ce dont nous avons besoin sur un plateau d'argent. Raccrochant le téléphone, Harry retourna à son portable. Demain, Benny approcherait Dixon avec une offre de vente. Demain, Carl penserait qu'il avait enfin pris sa revanche. Demain, le piège qu'Harry avait construit depuis le moment où il avait découvert que les femmes enceintes sous son arbre seraient enfin prêtes à sauter. Mais ce soir, Harry Dunlap était assis dans une cellule de prison, entouré d'hommes qui avaient pris les pires décisions de leur vie et planifié le pari le plus audacieux de sa carrière. Soit il était sur le point de réaliser le plus grand retour de l'histoire des affaires de Chicago, soit il était sur le point de perdre tout ce à quoi il avait toujours tenu. Quoi qu'il en soit, l'attente était presque terminée.
Chapitre 7. Le piège parfait. Le bureau de Francis Dixon occupait tout le dernier étage de la Meridian Tower avec des baies vitrées offrant une vue imprenable sur le centre-ville de Chicago. L'homme lui-même était plus petit que ce à quoi Harry s'était attendu, avec des cheveux argentés et le genre de trait doux qui venait d'une vie de luxe. Mais ses yeux étaient perçants et calculateurs alors qu'il examinait les documents que Benny Hoffman avait disposés sur son bureau en acajou. « Proposition intéressante, monsieur Hoffman », dit Dixon sans lever les yeux des journaux. « Même si je dois dire que les circonstances sont plutôt malheureuses. Mon client est très motivé pour parvenir à un accord, a répondu Benny, jouant parfaitement son rôle. Les frais juridiques à eux seuls vont être substantiels, sans parler des dommages causés à sa réputation. » Dixon leva finalement les yeux, et il y avait quelque chose de froidement amusé dans son expression. « Oui, j'imagine que les accusations de violence domestique peuvent être assez coûteuses à défendre, surtout lorsqu'il y a des témoins. » Benny gardait une expression neutre, mais Harry lui avait expliqué à quoi s'attendre. Monsieur Dunlap souhaite avant tout veiller à ce que sa femme reçoive les meilleurs soins possibles pendant son rétablissement. Il est prêt à accepter une valeur nettement inférieure à la valeur marchande pour une vente rapide. Dans quelle mesure en dessous de la valeur marchande ? 60 cents par dollar pour l'ensemble de l'entreprise, y compris les contrats clients, les méthodologies exclusives et l'immeuble de bureau de Lincoln Park. Les yeux de Dixon s'illuminèrent légèrement, même s'il essayait de le cacher. Dunlap Strategic Consulting valait au moins 8 millions de dollars. Harry proposait de le vendre pour moins de 5 dollars. Je devrais bien sûr revoir sa liste de clients et ses pratiques commerciales, a déclaré Dixon. Une diligence raisonnable, bien sûr. Je dois cependant mentionner que plusieurs clients ont déjà exprimé leur intérêt à résilier leur contrat en raison de la situation actuelle. Naturellement, Dixon se leva et se dirigea vers sa fenêtre donnant sur la ville. Dites-moi, monsieur Hoffman, comment se porte votre client en prison ? Aussi bien qu'on peut s'y attendre. Il a beaucoup de remords face à toute la situation. Bien. Le remords est le début de la sagesse. Dixon se tourna vers Benny. Je demanderai à mes collaborateurs de préparer une offre d'ici demain matin. En attendant, j'aimerais organiser une rencontre avec monsieur Dunlap lui-même. Appelez cela de la courtoisie professionnelle. Benny hocha la tête et rassembla ses papiers. Je vais prendre les dispositions. Après le départ de Benny, Dixon a pris son téléphone et a composé un numéro familier. Carl, oui, ça se passe exactement comme nous l'avions prévu. Hoffman vient de partir et Dunlap est prêt à vendre pour une fraction de la valeur de l'entreprise. Dixon fit une pause, écoutant. Non, je ne pense pas qu'il soupçonne quoi que ce soit. L'homme est brisé. Carl, tu as fait un excellent travail. 3 pâtés de maison de là, dans la prison du comté de Cook, Harry écoutait la conversation à travers l'écouteur qu'Oliver avait caché dans la mallette de Benny. L'appareil était illégal, introuvable et totalement inadmissible au tribunal, ce qui le rendait parfait pour les besoins d'Harry. Tu entends ça ? Harry a demandé à Cliff Nixon, qui partageait l'écouteur. Clair comme le jour, dit Cliff avec satisfaction. Tu veux que je parle à mon ami de ce personnage de Dixon ? Pas encore, dit Harry. Voyons jusqu'où ils sont prêts à aller. L'appel téléphonique s'est poursuivi. La voix de Carl était minuscule mais audible à travers l'appareil. Avez-vous réfléchi à ce qui se passerait si Dunlap était acquitté ? Il comprendra peut-être ce que nous avons fait. Il ne sera pas acquitté. Dixon a répondu avec confiance. Notre témoin est solide et nous nous sommes assurés que les preuves étaient son histoire. De plus, même s'il bat les accusations criminelles, les poursuites civiles détruiront ce qui reste de son entreprise. Et s'il essaie de s'en prendre à nous plus tard, alors nous le traiterons de la même manière que nous avons traité les autres, dit froidement Dixon. Parfois, Carl, les problèmes ont une façon de disparaître définitivement. Et, il sentit de la glace se former dans son estomac. Ces hommes n'étaient pas seulement des pillards d'entreprise. Ils parlaient de meurtre. Patron, continua la voix de Carl. Et le beau-frère ? Brian Free a posé beaucoup de questions. Gérez-le, dit simplement Dixon. Faites passer cela pour un accident. Un homme en deuil pour le bébé perdu de sa sœur pourrait faire quelque chose d'imprudent. Harry quitta le banc en un instant. Cliff juste derrière lui. Vous avez déjà utilisé vos privilèges téléphoniques aujourd'hui. C'est une urgence, dit Harry de toute urgence. Mon beau-frère est en danger. Dites-le à votre avocat demain. En s'éloignant déjà,
Je regardais Cliff avec désespoir. Je ne voulais pas y réfléchir de trop près. Le message était simple. Reste avec Patty. N'allez nulle part seul. Ils viendront après toi. Pendant ce temps, à 5 kilomètres de là, dans le bureau de Dixon, Carl Peake examinait ses derniers plans. Tout se mettait parfaitement en place. Harry était en prison. Son entreprise était sur le point d'être vendue pour une fraction de sa valeur, et bientôt les derniers détails seraient réglés. Carl avait attendu ce moment pendant 12 ans. 12 années passées à regarder Harry Dunlap réussir tandis que Carl lui-même luttait contre les conséquences de ce scandale de plagiat universitaire. Le fait qu'Harry avait eu raison de l'exposer ne faisait que rendre la haine de Carl plus vive. La secrétaire de Sir Dixon frappa à la porte du bureau. « Il y a quelqu'un ici pour vous voir. » Il dit que c'est à propos de la situation Dunlap. Carl leva les yeux de ses projets. « Qui est-ce » ? Une femme nommée Crystal Goldstein. Le sang de Carl se glaça. Crystal Goldstein. Le vrai Crystal Goldstein avait été réglé depuis des mois. Elle avait été grassement payée pour disparaître et garder le silence sur son rôle dans la fausse histoire d'agression. Si elle était là maintenant, c'était Tara Warren, l'actrice qui jouait Crystal, et elle avait l'air terrifiée. « Carl, nous avons un problème, dit-elle, la voix tremblante. La vraie Crystal Goldstein est morte. » Le monde de Carl a basculé. Quoi ? Elle a été retrouvée dans son appartement ce matin. La police appelle cela une overdose de drogue, but Carl, she didn't use drug. And there's more. Before she died, she left a video message. She knew someone was going to kill her. Dixon had been listening with growing alarm. What kind of video message? The kind where she explained everything. Tara said about the money Carl paid her to disappear. About the fake asso story, about how she was going to go to the police because she couldn't live with herself anymore. Carl's mind raced. If the real Crystal Goldstein had left evidence behind this video now, demanda Dixon. Ça, dit Terrara, sa voix se cassant. Je ne sais pas, mais Crystal a dit qu'elle en avait donné des copies à plusieurs personnes en guise d'assurance. Elle a dit que si quelque chose lui arrivait, la vérité éclaterait. Dans sa cellule de prison, Harry écoutait chaque mot grâce à l'appareil caché d'Oliver, et pour la première fois depuis des jours, il sourit. Carl Peake venait de commettre sa première vraie erreur et Harry Dunlap était sur le point de faire son dernier geste. Chapitre 8. Le chasseur devient le chassé. La vidéo est arrivée au Chicago Tribune à 9 h exactement le lendemain matin, diffusée par un crieur qui n'a pas pu être retrouvé. À 9 h 30, des exemplaires avaient été envoyés à tous les principaux médias de la ville, ainsi qu'au bureau extérieur du FBI et au procureur du comté de Cook. La femme sur la vidéo était clairement terrifiée, mais sa voix était ferme lorsqu'elle parlait devant la caméra. Je m'appelle Crystal Goldstein, et si vous regardez ceci, cela signifie que je suis probablement mort. Il y a 6 mois, un homme nommé Carl Peake m'a approché avec ce qu'il a dit être une opportunité d'emploi. Il me voulait prétendre qu'Harry Dunlap m'avait mise enceinte puis m'avait abandonné. Il m'a payé 50 000 $ pour disparaître et ne jamais contacter Monsieur Dunlap ou sa famille. Harry regardait les informations depuis la salle commune de la prison, entouré de détenus qui étaient devenus protecteurs envers lui ces derniers jours. Cette révélation a provoqué une onde de choc dans la ville. Mais je ne pouvais plus vivre avec moi-même. La voix enregistrée de Crystal continuait. J'ai découvert que la femme de Monsieur Dunlap avait perdu un bébé à cause de ce stratagème. Un enfant innocent est mort à cause des mensonges que j'ai contribué à propager. Carl Peake et son patron Francis Dixon sont des monstres et ils envisagent de tuer tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin. La vidéo détaillait ensuite tout ce que Crystal avait entendu sur les plans de Dixon, y compris la destruction systématique de ses concurrents commerciaux et le complot visant à assassiner Brian Free. Le détective Dean Bowen est arrivé à la prison 2 heures plus tard avec l'AD à Misty Ryan et une équipe d'agents du FBI. Harry fut amené dans la salle d'interrogatoire où ses menottes furent retirées pour la première fois en 3 jours. Monsieur Dunlap, dit le détective Bowen, l'air quelque peu embarrassé. Il semble que nous vous devons des excuses. Les excuses peuvent attendre, dit Harry. Mon beau-frère est-il en sécurité? Les agents du FBI l'ont récupéré ce matin. L'agent Wallace Miranda l'a confirmé. Il est en détention préventive avec votre femme et Carl Peake. L'expression de l'agent Miranda se durcit.
Carl Peake et Francis Dixon sont actuellement barricadés dans l'immeuble de bureau de Dixon. Ils ont pris des otages. Harry sentit son sang se transformer en glace. Quel genre d'otage? La secrétaire de Dixon et deux gardes de sécurité. Ils exigent un passage sur hors du pays en échange de la vie des otages. Ils savent que c'est fini. Ada Ryan a déclaré que la vidéo de Crystal Goldstein n'était qu'un début. Une fois que nous avons commencé à tirer le fil, toute la conspiration s'est effondrée. Nous avons trouvé des preuves de fraude en valeurs mobilières, de complot en vue de commettre un meurtre et d'une demi-douzaine d'autres crimes fédéraux. Harry se leva. Je veux aider. Monsieur Dunlap, a dit prudemment l'agent Miranda. C'est une opération du FBI maintenant. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est rester à l'écart. Avec respect, agent Miranda, vous ne connaissez pas Carl Peake comme moi. Il ne se rendra pas et ne négociera pas de bonne foi. Il va essayer d'emmener le plus de monde possible avec lui. L'inspecteur Bowen se pencha en avant. Qu'est-ce que tu suggères? Laisse-moi lui parler, dit Harry. La seule motivation de Carl était de se venger de moi. S'il pense avoir une chance de terminer ce qu'il a commencé, il pourrait être disposé à libérer les otages. L'agent Miranda secoua la tête. Trop dangereux. Peake est instable et Dixon n'a plus rien à perdre. Ils n'ont plus rien à perdre à cause de moi, dit fermement Harry. Ces otages sont en danger parce que Carl est obsédé par l'idée de détruire ma vie depuis 12 ans. Je peux y mettre un terme. Les agents du FBI ont échangé des regards. Finalement, l'agent Miranda a hoché la tête à contre-cœur. Une heure plus tard, Harry se tenait à l'extérieur de la Meridian Tower, portant un gilet pare-balles sous sa combinaison et un fil qui transmettrait tout au poste de commandement du FBI. Le bâtiment avait été évacué à l'exception du dernier étage où Carl et Dixon étaient enfermés avec leurs otages. Le trajet en ascenseur jusqu'au 40e étage semblait être le plus long de la vie d'Harry. Lorsque les portes s'ouvrirent, il se retrouva face à la zone de réception de Dixon, qui avait été barricadée avec des bureaux renversés et des classeurs. Dehors. Je sais que tu es là-dedans. C'est fini. Laissez partir les otages et nous pourrons en finir entre nous. Pendant un long moment, il n'y eut que le silence. Puis la voix de Carl résonna derrière la barricade. Harry a fait un tour. Venez vous réjouir, n'est-ce pas? Je suis venu pour en finir, dit Harry en marchant lentement vers la barricade. Tu voulais détruire ma vie. Félicitations. Vous l'avez fait. Ma femme a perdu notre bébé. Mon entreprise est en ruine. Et j'ai passé 3 jours en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Tu as gagné, Carl. Maintenant, laissez partir les innocents. Je n'ai pas gagné. La voix de Carl était rauque de rage. Tu es toujours en vie. Vous avez toujours votre vie parfaite. Regarde autour de toi, Carl. Ma vie n'est plus parfaite. Vous l'avez cassée comme vous l'aviez prévu. Une partie de la barricade bougea et Carl apparut, pointant une arme sur Harry avec des mains tremblantes. Son costume coûteux était froissé, ses cheveux ébouriffés et il y avait quelque chose de sauvage dans ses yeux. 12 ans, a déclaré Carl. Cela fait 12 ans que je planifie ça. Savez-vous ce que c'est que de savoir que tout le monde sait que vous êtes un fraudeur? Se voir fermer les portes au nez à cause de quelque chose qui s'est passé à l'université. Vous étiez un imposteur, dit calmement Harry. Vous avez volé mon travail et je vous ai exposé pour cela. Tout ce qui vous est arrivé par la suite était la conséquence de vos propres choix. Mes choix? Carl rit amèrement. J'ai fait une erreur et tu as détruit tout mon avenir. Non, Carl. Vous avez fait le choix de voler. Vous avez fait le choix de travailler pour Dixon. Vous avez fait le choix de blesser des innocents pour vous venger de moi. C'était tous vos choix. Derrière Carl, Harry pouvait voir Dixon et les 3 otages. Dixon avait l'air calme, calculateur, planifiant probablement déjà son prochain mouvement. Les otages, une femme d'âge moyen et 2 jeunes agents de sécurité, semblaient terrifiés, mais indemnes. Vous voulez savoir quel choix je fais maintenant? Demanda Carl en resserrant sa prise sur le pistolet. Je sais quel choix tu fais, dit doucement Harry. Le même choix que tu as fait toute ta vie. Vous choisissez de rejeter la responsabilité de vos problèmes sur tout le monde au lieu d'en assumer la responsabilité. Toi, grogna Carl, levant le pistolet vers la poitrine d'Harry. Mais Harry bougeait déjà, plongeant sur le côté lorsque le coup de feu retentit. La balle a brisé une fenêtre derrière lui et soudain,
L'équipe tactique du FBI a afflué dans la pièce depuis les deux cages d'escalier. Dans le chaos qui a suivi, Dixon a tenté d'utiliser les otages comme boucliers, mais l'équipe tactique était trop bien entraînée. En quelques secondes, les deux hommes se retrouvèrent au sol, menottés, et les otages furent mis en sécurité. Carl leva les yeux vers Harry depuis le sol, du sang coulant d'une coupure sur son front, là où il avait heurté le sol. « Ce n'est pas fini, Altateil. »« Oui, ça l'est, » dit simplement Harry. « C'est fini depuis le moment où vous avez décidé que la vengeance était plus importante que la rédemption. » Alors que les agents du FBI emmenaient Carl et Dixon, Harry ressentit quelque chose qu'il n'avait pas vécu depuis des mois. Paix. Pas du bonheur. La perte de son enfant serait toujours une blessure dans son cœur. Mais la paix profonde et satisfaisante que procure le fait de voir justice rendue. L'agent Miranda s'est approché de lui alors que la scène était en train d'être sécurisée. C'était soit très courageux, soit très stupide, monsieur Dunlap. Probablement les deux, admit Harry. Mais ça a marché. Oui, c'est vrai. Vous devriez savoir que les preuves que nous avons rassemblées contre Dixon et Peake sont accablantes. Ils s'en vont pour très longtemps. Harry hocha la tête, puis se dirigea vers l'ascenseur. Il avait une femme avec qui rentrer chez lui, un mariage à reconstruire et une entreprise à ressusciter de ses cendres. Mais d'abord, il allait prendre Patty dans ses bras et lui dire que le cauchemar était enfin terminé. Chapitre 9. Rédemption et nouveau départ. 6 mois plus tard, Harry Dunlap se tenait à la fenêtre de son nouveau bureau et regardait la rivière Chicago couler sous le pont de Michigan Avenue. L'espace était plus petit que son ancien bureau, mais il semblait plus solide, plus réel. Il avait entièrement reconstruit Dunlap Strategic Consulting, et cette fois, il l'avait fait en toute intégrité. Le contrat du groupe Peterson, celui que Dixon avait utilisé pour attirer Harry dans son piège, était sorti. Après tout, le conseil d'administration, horrifié par les actions de leur PDG, avait immédiatement licencié Dixon et honoré leur accord initial avec Harry. D'autres clients étaient revenus lorsque la vérité sur le complot avait été révélée, et Harry avait été inondé de nouvelles affaires provenant d'entreprises impressionnées par la façon dont il avait géré la crise. Monsieur Dunlap. Son nouvel assistant, Dean Bowen, l'ancien détective qui a décidé de changer de carrière après avoir aidé à résoudre l'affaire, a frappé à la porte du bureau. Votre 15 heures est là. Harry se détourna de la fenêtre, ajustant sa cravate. Faites-le entrer. L'homme qui est entré dans le bureau d'Harry n'avait rien à voir avec l'étudiant arrogant ou le criminel désespéré dont Harry se souvenait. La prison avait changé Carl Peake. Il était plus mince, plus gris et quelque chose de hanté brillait dans ses yeux. Le costume coûteux avait disparu. Remplacé par le genre de vêtements bon marché portés par des hommes qui n'avaient plus rien. Bonjour, Harry. Carl dit doucement, Carl. Harry désigna la chaise en face de son bureau. Merci d'être venu. Carl s'assit avec précaution, comme s'il avait peur que la chaise ne s'effondre sous lui. Je n'étais pas sûr que tu veuilles me voir. Je n'en étais pas sûr non plus, admit Harry. Mais votre avocat a dit que vous aviez quelque chose à dire, et j'ai pensé que je devais à nous deux de l'écouter. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Deux hommes qui avaient façonné la vie de l'autre d'une manière qu'aucun des deux n'avait prévue. Finalement, Carl parla. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir au cours des 6 derniers mois à ce que j'ai fait, aux raisons pour lesquelles je l'ai fait, à la personne que je suis devenu. Il regarda directement Harry pour la première fois depuis son entrée dans le bureau. Je ne suis pas ici pour demander pardon. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Alors pourquoi es-tu ici? Parce que j'ai besoin que tu saches que je me souviens de qui j'étais avant que la colère ne me consume. Carl a déclaré, j'étais quelqu'un qui croyait aux choses, qui avait des rêves allant au-delà du simple fait de démolir les autres. J'ai laissé ce scandale de plagiat me définir pendant 12 années. Ce faisant, je suis devenu exactement le genre de personne que vous aviez raison de dénoncer. Harry étudia le visage de Carl, à la recherche d'une tromperie, d'une manipulation, d'un signe quelconque qu'il s'agissait d'un autre complot. Mais il ne vit que de l'épuisement et un remords sincère. J'ai tué une femme innocente, continua Carl, la voix légèrement brisée. Crystal Goldstein est morte parce que je n'ai pas pu assumer les conséquences de mes actes. Votre femme a perdu son enfant à